Bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du monde version Moyen-Orient pour ce jeudi le 23 mars 2023. On commence notre sélection avec cette information. Le président de la République Abdel Fattah el-Sisi a inauguré jeudi le centre culturel islamique Misr situé dans la nouvelle capitale administrative au premier jour du mois sacré du Ramadan. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également fait la prière de l'aube dans la mosquée du centre islamique après avoir eu un suhour, le repas marquant le début du jeûne, avec les travailleurs de la nouvelle capitale administrative et des citoyens. Et aujourd'hui, chers téléspectateurs, marque le début du mois du jeûne musulman, le mois sacré du Ramadan pour les musulmans. Alors nous vous souhaitons de la part de toute notre équipe meilleur moment et Ramadan béni et joyeux. Et il est à noter, chers téléspectateurs, que le monde musulman célèbre aujourd'hui le premier jour du mois sacré du Ramadan pour l'année de l'Hégire 1444. À cette occasion, le président de la République a échangé les félicitations en effectuant et recevant plusieurs appels téléphoniques avec ses homologues palestiniens, Mahmoud Abbas, tunisien Qais Saïd, algérien Abdelmejid Tebboune, ainsi qu'avec le président émirati, le roi de Bahreïn, le gouverneur de la région de Tabouk, de l'Arabie saoudite, de l'émir du Qatar, du président du Conseil de souveraineté soudanais et du président du Conseil présidentiel libyen. Pour sa part, le grand imam d'Al-Azhar, Dr Ahmed Al-Taïb, a exprimé ses vœux au président Abdel Fattah el-Sisi, au roi et aux chefs d'État arabes et musulmans, ainsi qu'au peuple égyptien et aux nations arabes et islamiques à l'occasion du mois béni du Ramadan. Et le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, a tenu mardi une réunion pour examiner l'état d'avancement du projet Avenir de l'Égypte pour la production agricole, ainsi qui s'inscrit dans le cadre du projet national Nouveau Delta. Et pour plus de détails, voici un compte-rendu. Lors de sa réunion, afin d'examiner l'état d'avancement du projet Avenir de l'Égypte pour la production agricole, le président Abdel Fattah el-Sisi a été informé des développements des phases actuelles et futures de ce projet, y compris les taux de flux de travail dans l'infrastructure, notamment les routes et les axes, les puits d'eau, les usines de traitement et le réseau d'approvisionnement en électricité, ainsi que les systèmes de la fabrication et de la commercialisation agricole. Le chef de l'État a donné ses directives de poursuivre les efforts intensifs dans le cadre des travaux visant à ajouter environ 3,5 millions de fedans dans le nouveau delta, Toshka et le Sinaï à la zone agricole en Égypte, dépassant plus d'un tiers de la superficie cultivée au niveau de la République, étant un méga projet national qui vise à répondre aux espoirs et aux aspirations du peuple égyptien, s'inscrivant dans le cadre de la stratégie de l'État pour répondre aux besoins de la croissance démographique, assurer la sécurité alimentaire et accroître les exportations agricoles, en plus de promouvoir l'intégration entre tous les secteurs de l'économie nationale. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghafar, qui est expert en économie et analyse politique. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour. Alors, comment voyez-vous cette réunion et les directives du président de la République d'ajouter environ 3,5 millions de fedans dans le nouveau delta, Toshka et Sinaï, à la zone agricole en Égypte? Le projet est très ambitieux. La population augmente et les crises d'alimentation aussi augmentent avec les conflits ici et là. Donc, il faut se diriger vers la satisfaisance de tous nos produits alimentaires pour suffire au peuple qui augmente. Donc, c'est un projet, comme je viens de dire, très important, vital, ambitieux. 3,5 millions de fedans autour du delta et autre part. Non seulement bonification de terre, c'est un projet intégral. Donc, ça comprend infrastructure, ça demande de l'énergie, des réseaux routiers, transportation, etc. Et non seulement ça, mais encore, ça exige l'exécution d'usines agroalimentaires pour justement transformer ces produits
augmenter notre exportation de produits alimentaires, etc. Ça représente à peu près 35-40% de la superficie qui est cultivée aujourd'hui en Égypte. De tous les points de vue, c'est un projet excessivement important pour les Égyptiens. Oui. Et de point de vue économie égyptienne, quel est l'impact de ce grand projet une fois terminé sur l'économie égyptienne? Premièrement, nous espérons bien créer l'autosatisfaisance sur le plan aliments, blé, maïs, produits, huile, etc. Nous aspirons à augmenter encore nos exportations de ces produits et d'autres produits, ce qui reflète immédiatement et positivement sur l'économie égyptienne. Parfait, Dr Aougafa. Nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes expert en économie et analyse politique. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. L'Égypte a condamné hier, dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, la ratification par la Knesset d'un projet de loi permettant le retour de 4 colonies démantelées en 2005. De telles législations entravent les efforts visant à rétablir le calme entre Palestiniens et Israéliens. Elles embrasent la colère des Palestiniens et compliquent la situation politique et sécuritaire dans les territoires palestiniens occupés, souligne le communiqué. Le ministère des Affaires étrangères a également condamné l'utilisation par le ministre israélien des Finances d'une carte d'Israël incluant les frontières de la Jordanie et des territoires palestiniens occupés, la qualifiant de comportement irresponsable. Et le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a alerté sur la nécessité pour la Tunisie de trouver un accord avec le Fonds monétaire international, le FMI, sans lequel l'économie du pays pourrait s'effondrer, faisant écho aux alertes du chef de la diplomatie européenne. La Tunisie, en proie à une grave crise financière, négocie depuis plusieurs mois avec le FMI un prêt de près de 2 milliards de dollars. Mais les discussions entre les deux parties semblent faire du surplus depuis un accord de principe annoncé mi-octobre. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a aussi averti lundi que la situation en Tunisie était très dangereuse, évoquant même un risque d'effondrement de l'État susceptible de provoquer des flux migratoires vers l'Union européenne et d'entraîner une instabilité dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Une analyse qualifiée de disproportionnée est rejetée par Tunis. Anthony Blinken a pour sa part aussi fait part des inquiétudes des États-Unis vis-à-vis de la situation politique en Tunisie depuis que le président Kais Saïed s'est arrogé les pleins pouvoirs en juillet 2021. Les principaux partis d'opposition dénoncent en effet une dérive autoritaire qui fait vaciller la jeune démocratie issue de la première révolte du printemps arabe en 2011. Et des centaines de Libanais, incluant un grand nombre de militaires à la retraite, ont manifesté hier à Beyrouth contre la détérioration des conditions de vie et l'effondrement vertigineux de la monnaie nationale libanaise avant d'être dispersés à coups de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. La manifestation a rappelé le mouvement de protestation d'octobre 2019 lorsque les Libanais étaient descendus en masse dans la rue à travers le pays contre une classe politique accusée de corruption et qui est encore en place. Les manifestants se sont rassemblés dans le centre de Beyrouth à l'appel des collectifs d'épargnants et de militaires à la retraite pour protester contre l'effondrement de la lire libanaise qui a perdu plus de 98% de sa valeur depuis l'automne 2019. Brandissant des drapeaux libanais, les manifestants ont conspué le gouvernement. L'un des militaires à la retraite en treillis tenait une pancarte appelant la communauté internationale et les pays arabes à nous débarrasser de la classe politique corrompue. Lorsqu'ils ont tenté de prendre d'assaut le siège du gouvernement, les forces de sécurité ont dispersé à l'aide de gaz lacrymogène et certains ont riposté à coups de pierre avant que le mouvement de protestation ne prenne fin.
Un manifestant a été blessé ainsi qu'un membre des forces de sécurité. Depuis la crise économique qui a éclaté à l'automne 2019, les salaires ont littéralement fondu alors que les épargnants n'ont plus accès à leurs économies bloquées par les banques. Le Liban connaît l'une des pires crises économiques au monde depuis 1850, selon la Banque mondiale, marquée par une paupérisation inédite de la population. La profonde crise politique que traverse le pays aggrave la situation, les députés ne parvenant pas à s'entendre pour élire un nouveau président de la République depuis novembre dernier. Et nous passons en Syrie. L'aéroport d'Alep, dans le nord de la Syrie, a été visé hier par une nouvelle frappe israélienne qui l'a mise hors service et ciblant notamment, selon une ONG, un dépôt d'armes appartenant à des groupes pro-iraniens. Selon le ministère syrien de la Défense, la frappe qui a visé à l'aube l'aéroport de la deuxième ville de Syrie uniquement provoqué des dégâts matériels. Le ministère des Transports a annoncé qu'en raison des dégâts infligés aux pistes et à certaines installations, l'aéroport a été mis hors service jusqu'à la fin des opérations de réparation. Tous les vols ont été déroutés vers les aéroports de Damas et de Latakia, selon le ministère. L'aéroport d'Alep, le deuxième en importance du pays, a notamment servi pour l'acheminement de l'aide humanitaire internationale vers Alep, durement frappé par le séisme qui a dévasté le 6 février plusieurs régions de Syrie et de Turquie. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH, la frappe a ciblé l'aéroport et un dépôt d'armes du groupe pro-iranien à proximité. Ce dépôt d'armes a été entièrement détruit, c'est ce qu'a ajouté l'Observatoire. C'est la deuxième fois que l'aéroport d'Alep est visé par Israël au cours de ce mois de mars. Le 7 mars, un raid avait fait 3 morts et mis l'aéroport hors service, selon toujours l'OSDH. Et l'accord entre l'Arabie saoudite et l'Iran visant à rétablir les relations diplomatiques pourrait contribuer à mobiliser le soutien à la cause palestinienne et pourrait même ouvrir la voie à une éventuelle réconciliation entre le Fatah et le Hamas, selon des sources palestiniennes. Les hommes politiques et les analystes ont qualifié l'accord d'étape positive susceptible de renforcer la sécurité et la stabilité dans la région, améliorant ainsi la capacité des pays arabes et islamiques à répondre collectivement et efficacement aux menaces et aux défis, à défendre les intérêts du peuple palestinien et à soutenir sa cause. Le 10 mars, à l'issue de pourparlers organisés à Pékin sous l'égide de la Chine, l'Arabie saoudite et l'Iran ont annoncé la reprise de leurs relations diplomatiques et la réouverture de leurs ambassades dans un délai de 2 mois. De nombreux analystes politiques et experts ont indiqué que l'accord est susceptible d'avoir un impact négatif sur Israël en affaiblissant sa position et en renforçant la cause palestinienne. Selon Djibril Rajoub, secrétaire général du comité central du Fatah, le rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran représente une étape stratégique qui affectera de manière significative la sécurité, la stabilité et d'autres intérêts et problèmes régionaux, en particulier la cause palestinienne. Au début de la session hebdomadaire du Conseil des ministres de l'autorité palestinienne à Ramallah, le Premier ministre Mohammed Shtayyeh s'est félicité de cet accord. Selon le ministre palestinien du Développement social, Ahmad Majdalani, l'accord entre Riyad et Téhéran aura sans aucun doute un effet positif sur la sécurité et la stabilité dans la région, ainsi que sur la cause palestinienne. Il pourrait également contribuer à améliorer les relations entre le Fatah et le Hamas, a-t-il expliqué. Et à présent, mesdames et messieurs, il est temps pour jeter un petit regard sur le monde.
Nous parvenons ainsi, chers téléspectateurs, au terme de cette édition d'Autour du monde version Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.